Je me souviens, il y a une chanson qui s'appelle La chanson parfaite, où je dis que on voit marqué partout liberté, égalité, fraternité, puis en France, et puis qu'il n'y a pas beaucoup ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'égalité et de fraternité, en tout cas. De la liberté, si. Monsieur Max-Paul Fouché, liberté, égalité, fraternité, c'est extrêmement important pour vous. Mais en 1968, que signifient ces trois mots? On va commencer avec liberté. Disons que ça nous est peut-être plus précieux en 68 parce que nous sentons que des menaces pèsent sur la liberté. C'est bien pourquoi la liberté, voyez-vous, c'est une chose sur quoi il faut veiller jalousement. L'égalité, c'est que tous les membres de la nation participent de la richesse commune. Ce qui n'est pas le cas. C'est que les gouvernements qui se sont succédés depuis des années ont spolié la masse ouvrière française de ce à quoi elle avait droit. C'est grave. Pour ce qui est des Français, sont-ils fraternels les uns à l'égard des autres? Oui, 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 mais vous me sentez un petit peu dubitatif. Parce que je sens que la France va vers la division en deux blocs. Et cette division en deux blocs, ce manichéisme, si vous voulez, d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais, ça c'est très dangereux. A-t-on le droit, vraiment, de simplifier la pensée politique d'un grand pays comme la France de cette façon? Ce n'est pas de la simplicité, c'est du simplisme. Et ce qui est grave, c'est que tous les simplismes conduisent à des catastrophes. Liberté, égalité, fraternité, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est inaccessible, mais bon. Tout le monde tend vers ça, mais enfin, c'est difficile. Fraternité, se conduire comme si les autres étaient tous des frères, alors que, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis un peu d'accord. Liberté, il y a beaucoup de chemin à faire encore pour les femmes. Je trouve que égalité, il y a personne d'égal, ni dans la nature, ni dans la jungle. La beauté, c'est une injustice. Le talent, l'énergie, c'est une injustice. Et comme disait Freud, pour réussir dans la vie, il faut exagérer. Alors, un pays qui exagère, moi, j'aime ça. Oui, c'est le paradoxe, la solitude, c'est le paradoxe de notre époque où on vit tous tassés les uns sur les autres dans les villes. Puisque c'est la civilisation citadine et en même temps dans ces villes étant donné tout ce qui nous entoure de monde, je sais que c'est impressionnant là, les gens qui sont seuls, qui se sentent seuls et qui sont rejetés parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont timides. C'est impressionnant. En même temps, il y a un plaisir de la solitude. Il peut y avoir un plaisir. Comme moi, quand je me retrouve seul, étant donné la vie agréable que j'ai, quand je me retrouve seul, j'aime bien. Mais bon, c'est autre chose. Quand les gens habitaient la campagne et qu'ils se sentaient seuls, on trouvait ça normal, tandis que là, on est entouré de tellement de monde, et de se sentir seul et d'être seul dans ce fourmillement d'êtres humains, c'est impressionnant. C'est comme s'il y avait une incommunicabilité, comme s'il y avait quelque chose d'impossible qui fait peur et qui angoisse, qui est beaucoup plus angoissant que d'être seul en pleine cambrousse ou au milieu du désert. Et là, le casino de Paris est en train de s'effondrer, vous avez remarqué. Il fait des bruits, c'est les poutres qui commencent à tomber et finalement tout le reste va suivre. Ça fait rien, c'est le chauffage qui explose. Le chauffage explose. Quelle histoire, quelle aventure, hein. Nous interrompons ce radio-documentaire pour un bulletin spécial. Nous apprenons à l'instant que le chauffage du casino de Paris explose alors qu'Alain Souchon tente d'expliquer toutes sortes de trucs.
informe que tout est rentré dans l'ordre. De retour à votre programme régulier. Alors, parce que moi, naïvement, quand j'étais adolescent, je me disais c'est surtout les garçons qui ont du mal à rencontrer des filles, et puis parce que j'étais macho sans doute, ou je sais pas. Oui, mais ça m'a toujours fasciné qu'il y ait des femmes qui vivent seules, qui sont seules, qui n'arrivent pas à rencontrer d'amour. Il y en a plein. Ça m'a, il y a longtemps que je l'ai faite, cette chanson. Et puis, dandy, c'est un mot masculin, et là, c'est une fille qui est une dandy. Elle passe sa vie à... J'ai été inspiré par des gens qui sont beaucoup dans les boîtes de nuit, qui passent leur vie, comme faisait Françoise Sagan, dans les lieux agréables, à danser, à boire, pour que la vie passe, quoi. Enfin, ça a toujours quelque chose. Les gens qui le vivent ne trouvent pas ça, mais vu de l'extérieur, il y a quelque chose de pathétique. Une fille qui a été déçue en amour et qui passe son temps dans les boîtes de nuit. Elle affecte une négligence. C'est vrai que dans la chanson, il n'y a qu'une poignée de thèmes universels. Enfin, Félix et Brassens disaient qu'il y en avait qu'à tous cinq: la vie, l'amour, la mort, le temps. Le temps, c'est la mort, les jeux, la science, les cartes. On peut décliner tout ça à l'infini, mais ce qui est fort, c'est quand arrive un poète, comme Alain, qui trouve un angle, un prisme, qui se met dans la peau d'un petit cul dans une cour d'école, puis ça devient tarte à gueule à la récré, et c'est là qu'arrive cette chose indéfinissable qu'on appelle la poésie. L'ananas, 2 euros là, 2 euros l'ananas. Avec ça? Non, c'est toujours pareil. C'est toujours que l'amour, ça marche pas bien, que le temps passe vite, que les hommes politiques jouent avec le rêve des gens, que voilà. Alors oui, il doit y avoir une dizaine de thèmes. Le défi, c'est de dire les choses d'une manière un peu différente de ce qui s'est fait avant. C'était ça. Je me souviens quand on rencontrait Michel Jonas, j'allais voir Michel Jonas quand on a commencé, que j'avais fait, j'ai 10 ans, tarte à gueule à la récré, et j'allais le voir parce que c'était mon copain, on s'entendait bien, dans une petite maison dans la banlieue de Paris, et il était tout seul dans cette petite maison avec son piano, puis il me disait regarde, j'ai écrit ce texte-là, puis il jouait du piano, puis on se disait ce qu'il faut, c'est essayer de faire quelque chose que personne n'a fait avant. C'est ambitieux, mais c'est ça le truc. C'est impossible parce qu'on est toujours influencé là, mais de s'en éloigner, d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau par prétention sans doute. Je suis pas comme tout le monde, ou je suis pas un truc bête comme ça, mais qui est nécessaire pour un artiste d'essayer de montrer que c'est d'essayer de faire quelque chose de différent. Non, mais la chanson, elle est polluée par l'argent. Le monde de la chanson. On peut essayer de faire des chansons avec des recettes de thèmes, de musique, de suite d'accords, parce qu'on peut gagner de l'argent. Mais on parle pas de ça, là. On parle d'Alain Bashung, d'Étienne Dao, de Francis Cabrel, des gens qui sont des vrais artistes, qui font pas les choses pour gagner de l'argent. 1 euro les petits pains là au choix. Quoi qu'on fasse dans la peinture, du roman, de la chanson, on met beaucoup de soi. C'est sa propre expérience. Si on parle d'amour, puisque dans la chanson on parle beaucoup d'amour, c'est obligatoirement on y met sa propre expérience, qu'on en sait. Ce qu'on en sait, c'est par expérience, et puis par ses lectures aussi, mais forcément, on met beaucoup de soi, et puis on devient chanteur, auteur-compositeur, parce que la vie vous a fait comme ça. Parce que c'est en général des gens
Donc je veux dire que sa propre vie, elle est très présente, parce que en général, les auteurs-compositeurs, ceux que je viens de vous citer, par exemple, c'est pas des gens qui à 16 ans étaient très épanouis, avaient beaucoup d'argent et se marraient, et avaient plein de succès amoureux et tout. C'est plutôt des gens qui étaient renfermés et qui cherchaient à communiquer avec les autres d'une manière ou d'une autre, et qui étaient plutôt timides, après ce que je crois. Et le fait d'avoir été dans une autre extrémité après, de se montrer sur une scène et d'écrire des chansons, c'est un truc excessif, mais qui vient sans doute d'un retrait sur soi-même dans la jeunesse. Je donne des explications psychanalytiques, vous avez vu, je suis fort. Hein. Alors, franchement, on est fort, hein. On est les plus forts, hein. J'ai l'impression que ça fait mal comme émission. Comédie, c'est une chanson que je chante avec Jane Birkin, qui porte le même titre que le film que j'avais fait avec Jane, un film de Jacques Doyon, qui raconte la difficulté de s'aimer. On s'aime et c'est difficile, on s'attache avec des fils, des serments d'amour inutilement. Comédie. Les chansons, c'est vraiment l'oreille. C'est fait pour l'oreille. Quand ils se sont mis à faire des clips, à imager tout, je trouvais tout lourd. Non, mais enfin, l'image est très importante maintenant. Et quand on passe pas à la télé, on n'existe pas. Ce qui ne passe pas à la télé n'existe pas. Mais la radio, c'est merveilleux. Moi, j'ai été élevé comme ça, moi, en écoutant la radio, et puis j'aime ça. La radio, c'est magique, on peut s'imaginer, on fait marcher son imagination. La télé, on est comme si on était mort, on reçoit tout comme ça, seul devant la télé. On est bien avec la télé, elle est gentille, la télé. Non, mais enfin, je dis des banalités, mais je crois que c'est vrai. Ah oui, tu dis des banalités, mais tu les dis formidablement bien. C'est vrai que vive la radio, parce qu'enfin, on a réussi à supprimer l'image après des années de technologie. Et c'est vrai que le clip réduit l'imagination, s'empêche de rêver sur les mots des poètes. Et puis si la réalité intéressait les gens, ils regarderaient par la fenêtre au lieu de regarder la télévision. Une chose, je me souviens que tu m'avais dit, un jour j'étais à côté de toi dans une émission de variété, puis au lieu de regarder le chanteur qui était sur scène, on regardait l'image à la télé. Tu me disais, la vraie vie, elle est là. La beauté d'Ava Gardner, c'est le temps qui passe. C'est les gens qui sont un peu tétanisés par la vie qu'ils mènent et le temps qui passe. Le garçon Nick Patrick avec qui je travaillais pour faire cet album en Angleterre, il habitait à côté d'Ava Gardner, qui n'était pas morte à l'époque, et il la voyait, et ce qu'elle était devenue, parce qu'elle avait un peu profité de la vie, elle avait fait la folle, elle avait aimé beaucoup de gens, bu beaucoup de bouteilles d'alcool, elle promenait son chien, et c'était triste à voir. Peut-être qu'elle était heureuse, mais certainement pas, et donc voilà, c'est le temps qui passe, quoi. Non, moi je suis absolument observateur, je suis assez étonné d'être là et puis de voir comment ça se passe, de voir comment c'est, quoi. La vie, comment ça vous entraîne à faire des choses ahurissantes, avoir des vies ahurissantes, difficiles, pas marrantes. Alors qu'on vient sur la Terre, on fait un passage, on s'imagine que, on se dit dans le fond ça pourrait être différent, quoi, on pourrait... Mais les hommes, c'est spécial. On pourrait être attiré par l'amour, et puis la nature, et puis être heureux, puis se baigner, puis je sais pas. Mais c'est pas comme ça que ça se passe du tout, du tout. Alors moi, je suis observateur, oui, je regarde. Je m'étonne, des fois je suis fâché, des fois... Ultramoderne Solitude, c'est un disque que j'ai fait en Angleterre avec un Anglais, et avec qui je me suis très bien entendu, mais aller en Angleterre et faire enregistrer un disque de chansons en français avec quelqu'un qui ne comprend pas le français, c'était pas... j'ai passé un très bon moment, on a fait un disque que j'aime beaucoup et tout, mais je le referai plus. J'aime mieux être avec des gens qui comprennent ce que je dis. Donc voilà.